Cette guerre des drones, qui est sans doute le fait le plus marquant de ces derniers jours, guerre des nerfs bien entendu, ce sont essentiellement les attaques de drones ces derniers temps qui occupent le devant de la scène, avec des cibles d'ailleurs, vous allez le voir, souvent plus symboliques que militaires. On commence avec les indispensables de Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors je viens de le dire, les deux camps se font plus que jamais la guerre à distance grâce aux drones qui sont devenus, on parle beaucoup de dronisation de la guerre, des armes stratégiques comme les autres. Oui, analyse très intéressante qui est détaillée dans cet article de Métadéfense, un site d'information spécialisé dans les questions de défense. On y apprend que ce que les spécialistes appellent des frappes stratégiques ne se limite plus aux armes nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques et que c'est la première fois dans une guerre que, je cite, des drones armés d'une charge explosive sont employés de manière massive et coordonnée pour détruire dans la durée les infrastructures de l'adversaire. On connaît leurs avantages pour les deux camps, moins chers que des missiles de croisière, plus rapides et plus faciles à produire également, et surtout quasiment indétectables par les défenses antiaériennes, davantage conçues pour contrer des missiles et des avions. La limite, c'est qu'ils font évidemment moins de dégâts qu'un missile de croisière, mais tout de même, pour Métadéfense, lorsqu'ils sont lancés en essaim, comme on dit dans le jargon militaire, ils constituent une menace stratégique capable de bouleverser les équilibres militaires mondiaux. Et c'est exactement ce qui s'est passé les nuits dernières à Moscou. Effectivement, regardez ces images. Un drone traverse le ciel de Moscou au lever du jour, vers 4 heures du matin. Et quelques secondes plus tard, regardez, de la fumée noire s'échappe de cette tour. On est au sud de la ville, dans le centre d'affaires de la rue Likhatcheva. Les derniers étages sont en feu. On voit qu'ils sont éventrés et les vitres soufflées. Plus important encore, regardez, un second drone s'est abattu à quelques kilomètres de là. La toiture de ce bâtiment est détruite. La police a bouclé la zone. La circulation est coupée. Et pour cause, on va le voir sur cette carte de Moscou, le ministère de la Défense russe, on va le voir ici, est situé à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau. On est effectivement en plein cœur de Moscou. Tout de suite, les autorités russes minimisent. Il n'y aurait ni mort, ni blessés. La Russie dit avoir, je cite, neutralisé 2 drones ukrainiens. Cependant, le symbole est fort. C'est la deuxième fois seulement que c'est le cœur de la ville et non sa périphérie qui est touché par des drones. Moscou a tout de suite accusé Kiev d'être à l'origine de cette attaque qui est qualifiée de terroriste. Autre attaque à distance, en Crimée cette fois. Que s'est-il passé ? Effectivement, regardez, ces images ont été filmées par des témoins. On est à Vezoloï, au nord de la Crimée. On voit ce panache de fumée s'élever dans le ciel. Des blogueurs militaires russes parlent d'une explosion dans un entrepôt militaire et de 3 autres au même moment sur la péninsule, notamment dans un dépôt de munitions et sur une base militaire. D'après la chaîne Telegram pro-russe Raibar, 4 drones ont décollé du sud de l'Ukraine depuis la ville de Kryvyi, direction d'abord la ville d'Odessa, puis 4 sites militaires en Crimée. Les 4 drones auraient atteint leur cible. Précisons évidemment que rien ne nous permet de confirmer ces informations qui ne viennent que de sources russes. Est-ce que l'Ukraine revendique ces attaques ? Eh bien, pas en Crimée, mais celle de Moscou, oui, et c'est suffisamment rare pour être souligné. D'ordinaire, Kiev ne dément ou ne commente pas ce genre d'attaque. Eh bien, cette fois, regardez, voilà ce qu'a déclaré une source au sein de la défense ukrainienne à l'agence France-Presse. L'attaque contre Moscou était une opération spéciale du renseignement militaire ukrainien. Et ces attaques à distance sont en quelque sorte des représailles à d'autres attaques à distance de la Russie cette fois. Effectivement, après 5 nuits consécutives de frappes russes contre la ville ukrainienne d'Odessa et sa voisine Mykolaïv, Volodymyr Zelensky lui-même avait promis une vengeance. Écoutez. Сьогодні ж російські ракети і дрони знов били по Одесі, по нашим південним районам. Загалом від початку тижня лише на території Одеської області від російського терору постраждало більше 20 людей, серед них 2 дітей. Лише абсолютне зло може завдавати таких ударів. Буде відповідь. Les Russes harcèlent les Ukrainiens d'Odessa. La nuit dernière, nouvelle attaque de missiles russes, 19 selon Kiev, dont 9 seulement ont été abattus par la défense antiaérienne. Et la cible, regardez, c'était cette infrastructure portuaire, en l'occurrence un hangar à grains. Ce week-end, c'est le centre historique d'Odessa qui était visé. De très nombreux monuments historiques ont été endommagés.
Le plus célèbre d'entre eux, la voici, c'est la cathédrale de la Transfiguration, symbole de l'orthodoxie ukrainienne, de quoi effacer l'identité même des Ukrainiens. On le voit ces derniers jours, le harcèlement à distance a des cibles et des objectifs bien précis. Côté russe, en s'en prenant aux céréales de l'Ukraine et à ses monuments, c'est à sa souveraineté, son histoire et son moral que Moscou s'en prend. Ce qui fait dire à la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, que ces terribles destructions marquent une nouvelle escalade de la violence à l'encontre du patrimoine culturel de l'Ukraine. Et puis côté ukrainien, l'objectif, c'est de déstabiliser le pouvoir, de projeter la guerre sur le sol russe, comme ça avait été le cas avec ces drones qui avaient survolé le Kremlin au mois de mai. Bref, on assiste effectivement à une guerre à distance, loin de se limiter au champ de bataille. Merci beaucoup, Justine. Général Trinquant, cette guerre à distance est une guerre des nerfs, ça on l'a bien compris, avec des objectifs qui sont, en tout cas c'est l'impression qu'on en retire, plus symboliques que militaires. D'ailleurs, il y a fort heureusement peu de morts, mais on l'a vu avec les céréales, on le voit avec la cathédrale de la Transfiguration. On n'attaque plus de cibles militaires, en tout cas côté russe. Alors oui, vous faites bien de faire la différence entre le côté russe et le côté ukrainien. Le premier point, c'est qu'on parle beaucoup de la guerre à distance. Je voudrais rappeler, il y a une guerre au contact aussi. Les soldats sont en train de se battre Et on en parlera tout à l'heure, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais sur la guerre à distance, il faut bien distinguer deux choses. Donc le côté ukrainien, où on voit les drones, parce que c'était des drones, effectivement, ce sont des drones Beaver qui ont été envoyés par l'Ukraine, qui ont frappé, qui avaient déjà été utilisés, et pour frapper Moscou. Alors là, c'est plus symbolique, parce qu'en fait, ils font des grandes distances, ils ont une précision relative, mais ils marquent le fait que l'Ukraine peut attaquer Moscou, ce qui est déjà quelque chose. Au cœur de Moscou. Voilà, au cœur de Moscou. En revanche, les frappes sur la Crimée, je ne suis pas complètement convaincu que ce soit des frappes de drones. Je dirais plutôt des frappes de missiles, et probablement des missiles Storm Shadow ou Scalp, vous savez, fournis par la France ou par les Britanniques. Pourquoi ? Parce que compte tenu de la distance qu'il y a, qui est de 300 km à peu près, et là, la frappe précise sur des dépôts. Je rappelle que ces missiles sont précis au mètre. Donc, quand vous avez les coordonnées d'un dépôt, vous frappez avec ça, vous êtes sûr de taper dessus. Et quand on voit le panache de fumée qui s'élève, c'est une grosse charge. C'est 250 à 300 kilos qui sont tombés là. Hein. Donc j'opterais plutôt pour ça. Maintenant, de l'autre côté, les frappes russes, alors vous avez raison, sur Odessa, sont essentiellement des frappes de missiles qui ont été envoyées, qui frappent effectivement les grains et la cathédrale. Et on a eu raison de le souligner, c'est quand même incroyable. Odessa, comme la Crimée, c'est les endroits considérés par les Russes comme les endroits les plus russes de la Crimée. Odessa, qui a été créé par Catherine II. Il touche un patrimoine qu'il revendique. Exactement. Il touche un patrimoine qu'il revendique. Et il détruit ce patrimoine. Alors, c'est d'abord très paradoxal. Et moi, j'aimerais bien savoir ce que la population russe pense dans le fort intérieur. Je ne dis pas sur les plateaux télévisés, mais dans leur fort intérieur. Et ça montre bien que le président Poutine, depuis le début, dit « l'Ukraine n'existe pas ». Donc, il n'y a pas de patrimoine, il n'y a rien. Ce ne sont pas les premières attaques. Je rappelle que les musées en Ukraine ont été frappés. Il y a en ce moment au Louvre une exposition d'icônes qui ont été sauvées de musées ukrainiens avec l'aide de la France et de l'Italie et d'une fondation pour les mettre à l'abri ici, des icônes anciennes, heureusement. Et donc, ces frappes sur le patrimoine ukrainien, ça a eu lieu depuis le début. Mais c'était des musées ukrainiens. Là, en plus, c'est une cathédrale, il faut le rappeler, qui avait été détruite à l'époque de Staline, qui avait été reconstruite dans les 20 dernières années par les Ukrainiens. Et donc, mais c'est une cathédrale orthodoxe qui, si je me souviens bien, c'est le patriarche Cyril qui était venu pour l'inauguration de la cathédrale. Donc on voit bien un peu cette action sur la culture ukrainienne d'origine russe, qui est incroyable de la part des Russes. Et on va voir d'ailleurs les images de destruction de cette cathédrale, hein, parce qu'il y a des images de drones qui sont extrêmement impressionnantes, où on se rend bien compte, pour le coup, ça ne pouvait pas être un hasard, même si, pour le coup, les Russes affirment qu'ils n'ont jamais tiré sur cette cathédrale. Alors, c'est peut-être fortuit, mais il se trouve qu'il y a une autre cathédrale de la Transfiguration, donc qui porte le même nom, très célèbre, et qui se trouve où ça ? À Saint-Pétersbourg.
à se demander s'il n'y a pas quelque chose de quasiment psychanalytique dans cette volonté d'anéantissement d'un lieu orthodoxe combien. Rappelons-nous quand même que Moscou se pose comme défenseur d'une chrétienté menacée en détruisant des cathédrales orthodoxes et en comptant sur les islamistes tchétchènes de Kadyrov ou les drones iraniens de la République islamique pour sauver son pouvoir. J'observe qu'il y a maintenant 2 semaines, c'était à la mi-juillet, le fameux Vladimir Soloviev, donc le poète de cour favori du Kremlin, de la chaîne Rossiya One, qu'on va entendre dans quelques minutes justement, avait dit il faut détruire toutes les cités portuaires ukrainienne, il faut détruire Kiev, il faut effacer de la carte Lviv et Odessa ne sera pas épargné. Et il y a dans cet acharnement quelque chose, pardon pour la cuistrerie latiniste, mais la fameuse phrase de Cato l'Ancien, vous savez, Carthago delenda est, il faut que Carthage soit détruite, qui est devenu un petit peu le clin d'œil rhétorique de toute forme d'obsession, d'acharnement, de la destruction intégrale, y compris d'un patrimoine qui renvoie à sa propre culture. Au passage, on remarquera que le centre historique d'Odessa, en janvier dernier, a donc été élevé à la dignité de patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et on a vu Audrey Azoulay qui réagissait. Et qui passe évidemment pour une de ces instances confisquées par l'Occident global, comme on le dit. Donc je veux dire, tout ça, c'est évidemment pas de la tactique, c'est encore moins de la stratégie, mais ça dit beaucoup d'une obsession qui, encore une fois, relève plus de l'état mental du pouvoir russe que de toute autre considération rationnelle. Mariana Permessiot. Alors moi j'aime bien ce parallèle historique avec Carthage doit être détruite, à cette différence près que Cicéron était un sénateur et quand il parlait en cette qualité-là, il savait pertinemment que Rome en avait les capacités pour peu qu'il y a la volonté politique. Et c'est bien ça la différence avec les séances, j'ai envie de dire, quotidiennes, pro-génocidaires de la propagande russe, c'est que justement ces propagandistes, ils savent très bien que Kiev ne sera plus jamais détruite et qu'on ne pourra jamais détruire et raser toutes les grandes villes ukrainiennes. Et c'est même pour cela qu'on s'acharne ici ainsi sur l'Odessa qui reste malheureusement du fait qu'elle se trouve sur le front de mer et qu'elle est très au sud. Malheureusement, cette ville est encore très peu protégée comme un certain nombre d'autres villes, mais malheureusement qui ne sont pas aussi connues à l'Occident. Donc la présidence russe, elle sait qu'on ne parlera pas si on commence à détruire Mykolaïv, par exemple. Donc, en fait, tout ce que cela nous montre, une guerre des nerfs, peut-être, une guerre psychologique, on peut dire ça ainsi, mais on peut aussi qualifier ça d'une sorte de logique terroriste, parce que le calcul est précisément celui-ci, c'est de déterroriser les populations locales, c'est de frapper les esprits en Ukraine et bien au-delà de l'Ukraine. C'est même pour cela qu'on s'attaque à des villes classées UNESCO, à des villes qui sont connues à l'étranger, pour qu'on en parle, pour semer cette terreur un peu à l'échelle de l'Occident global. Et il n'y a que ça qu'on bute. Et par ailleurs, les propagandistes qu'on va voir tout à l'heure, ils assument cela totalement. Ils veulent tout simplement qu'il y ait la terreur, qu'on ait peur d'eux. Alors, il y a la culture et l'agriculture aussi, parce que la deuxième cible, ce sont des silos de céréales. Antonio Guterres, le patron de l'ONU, s'en est ému. Il le fait tous les jours, depuis une semaine, depuis que la Russie est sortie de l'accord sur les céréales. Il y a un sommet de l'alimentation auprès de l'ONU. Plus les prix de la nourriture grimpent, plus les espoirs des pays en développement chutent. Tout l'Occident pointe du doigt Vladimir Poutine en disant « vous nous menacez ». C'est une bombe à retardement, parce que d'ici quelques mois, il y aura immanquablement soit des prix trop hauts, soit même un début de famine. Oui, bien sûr, c'est une arme aux yeux de Vladimir Poutine de taper sur les céréales et donc sur l'ordre mondial, entre guillemets, sur l'équilibre alimentaire mondial. Et en plus, il peut profiter d'une certaine absence, vous le disiez, de défense, et notamment de missiles patriotes qui ont été livrés au compte-gouttes à l'Ukraine et qui protègent des centres névralgiques, mais peut-être pas aussi bien à Odessa que Kiev. Et donc ces missiles patriotes, ils n'ont pas visiblement réussi à intercepter tous les drones ou les missiles qui ont frappé Odessa.
Et puis, voilà, on se rend compte finalement que les Ukrainiens ont du mal à protéger d'autres zones de leur territoire qui sont pas sous les projecteurs médiatiques occidentaux. Juste peut-être un tout petit rappel historique sur le fait de frapper des cibles symboliques, comme le font les Ukrainiens sur le Kremlin. On peut se souvenir que durant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis, dès qu'ils avaient été à portée du Japon, avaient embarqué des bombardiers classiques sur un porte-avions dans une mission suicide, juste pour aller larguer 3 bombes sur Tokyo, pour marquer le coup et pour prouver aux Japonais qu'ils pouvaient frapper Tokyo. Et c'était une mission qui était vouée au suicide des pilotes. Cette dimension symbolique. Ouais. Juste sur Odessa et le trafic de grains, la déclaration de Poutine qu'il vient de faire est absolument incroyable, dans laquelle il dit « mais on va remplacer tout le grain ukrainien par du grain russe ». En quelque sorte... Et les pays pauvres n'auront pas faim, dit-il. Comment ? Et les pays en développement n'auront pas faim. Voilà. Parce qu'il voit arriver le sommet Afrique-Russie la semaine prochaine, qui évidemment, les Africains vont lui poser des questions, mais d'une certaine façon, vous imaginez la concurrence déloyale dans laquelle il se fait, c'est-à-dire qu'en gros, je coule les bateaux ukrainiens pour pouvoir, moi, vendre mon grain russe. C'est quand même une situation incroyable dans laquelle il se trouve. Et dans la menace qu'il fait pour faire ça, vous savez qu'il y avait eu un exercice la semaine dernière dans lequel ils ont démontré qu'ils étaient capables de tirer sur des cibles. Oui. Quelle était la cible ? C'était une corvette ukrainienne qui avait été saisie en 2014 et qu'ils ont coulée. Donc, qui était démilitarisée, qui était une coquille de noix. Oui, bien sûr, mais ils l'ont détruite pour montrer... Donc, si vous voulez, la situation dans laquelle il est aujourd'hui, parce qu'il sent bien qu'il va avoir des difficultés avec les pays du Sud, parce que c'est lui qui empêche finalement le grain d'arriver, eh bien, il se met en position de pouvoir fournir ce grain et d'essayer de retourner la situation en disant, vous voyez que c'est pas de ma faute, moi je suis prêt à vous donner le grain, c'est de la faute des Occidentaux qui ne veulent pas accepter que le système SWIFT soit réactivé pour la banque et qu'elle reçove de l'argent du commerce des grains. Ça fait partie des différentes demandes, il y en a d'autres, il y a aussi un pipeline d'ammoniac, etc. Et d'ailleurs, la levée des sanctions sur les livraisons de céréales et d'engrais russes vers l'extérieur. Mais au fond, ce calcul que vous évoquez, Dominique, c'est peut-être un calcul de gribouille. Pourquoi ? Parce que là, il y a destruction nette d'un potentiel céréalier. L'Ukraine nourrit chaque année 400 millions d'êtres humains sur cette planète, avec son potentiel en céréales. Et là, même si on se propose de remplacer en célébrant la récolte extraordinaire de cette année 2023, le message que l'on envoie, y compris aux pays d'Afrique qui ont été sensibles à la rhétorique prétendument anti-impérialiste de Moscou, est quand même très très ambigu. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que l'Union africaine, qui n'a pas fait preuve de beaucoup de bravoure dans la dénonciation de l'aventure militaire du Kremlin, a regretté officiellement, par la voix du président de la commission, tchadien Ahmad Faki, a regretté le retrait russe, parce que précisément, ce dispositif, avec toutes ses imperfections, 3 millions quand même de tonnes livrées depuis un an, et puis on a réussi à contenir 2 phénomènes très inquiétants. La flambée durable. 33 millions de tonnes, oui. 33 millions de tonnes. 33. La pénurie nette de céréales, et puis une flambée durable des cours. Et puis, dernière anecdote, je remarque que le président de la République démocratique du Congo, l'ancien Zaïre, qui s'appelle Félix Tshisekedi, il est en route quasiment pour le sommet en question, le sommet Afrique-Russie, mais qu'il va faire une escale à Kiev, sur la route. Et c'est quelqu'un qui, lui, en revanche, a dénoncé assez explicitement l'agression militaire. Donc je suis, encore une fois, pas sûr que ce calcul soit très judicieux. Il est affaibli aussi sur le plan diplomatique avec des alliés classique, effectivement, en Afrique. Je suis absolument d'accord avec Vincent. À mon sens, là, ce que fait Vladimir Poutine, c'est une autre fuite en avant, parce qu'on voit déjà qu'il perd les points diplomatiques qui lui restaient dans le monde. Enfin, il ne les a pas perdus, mais il est en train de les perdre. Là, ce genre de communiqué, c'est tout simplement exceptionnel venant de pays africains. Il faudra aussi voir la position d'autres grands pays asiatiques qui, eux, ont beaucoup de population et, quoi qu'il arrive, ne sont pas intéressés par le fait que le prix des denrées grimpe, parce qu'ils ont beaucoup quand même de populations vulnérables et fragiles. Bref, déjà, on commence à enregistrer de pertes
réputationnel pour la Russie, là où la Russie réussissait quand même à maintenir un certain standing. Et on verra le sommet des BRICS fin août aussi. Au-delà de tout cela, il faut quand même rappeler que ces accords céréaliers protégeaient non seulement les cargos avec le blé ukrainien, mais protégeaient également les ports russes et les navires qui allaient dans les ports russes. Et là, on n'a pas encore vu des affrontements parce que, pour l'instant, je pense qu'il y a encore l'espoir qu'un autre accord pourra être conclu. Mais si ce n'est pas le cas, ça ne tardera pas d'arriver. Nous ne savons pas du tout quelle sera la position de la Turquie dans toute cette histoire. On présume, à mon sens, à tort, que le président Erdogan est quelque part, dans sa politique, est quelque part semblable aux dirigeants occidentaux européens, alors que, au fond, le président Erdogan, il est beaucoup plus similaire à Vladimir Poutine lui-même. Il comprend très bien que ce que cette guerre a montré, c'est que c'est la loi du plus fort. Le président Erdogan aime bien se montrer un homme fort. Il n'hésite jamais à pousser vers l'escalade, surtout quand il pense qu'il y a une ouverture pour lui, une ouverture politique ou sur la scène internationale. La Turquie possède une flotte et une armée. Donc ce n'est pas du tout encore certain ce que ça peut donner pour la Russie de Vladimir Poutine si jamais cette crise continue et si l'accord n'est pas trouvé. Alors le gros est à venir de toute façon, puisque les moissons sont en ce moment et l'essentiel des livraisons, ce sera à partir de dans quelques semaines. Ce sera évidemment à suivre, à la fois effectivement avec le sommet Afrique-Russie et puis le sommet des BRICS à la fin du mois d'août qui se tiendra en Afrique du Sud. Soloviev, vous en parliez tout à l'heure, le propagandiste le plus connu de la télévision russe. On va revenir sur ces échanges à distance, cette guerre des drones ou des missiles. Pour lui, vous allez voir, c'est insuffisant. On se trompe en quelque sorte d'ennemi, regardez. И хватит жалеть Берлин, Париж. Вот пусть немецкий налогоплательщик, французский налогоплательщик, британский, американский оплакивают свои города. Пусть они подумают о судьбе своих мирных жителей. Давайте уже, наконец, перенаправим наши ракеты в центр принятия решения этой долбанной нацистской Европы. Не дождутся они слез наших матерей. Пусть их матери рыдают, если они выбрали этот путь. По-другому не будет. Bon, c'est classique, mais on voit, Odessa, ça n'est pas suffisant. Il faut ajuster un peu le tir des missiles. Oui, alors l'idée évidemment est de frapper les opinions publiques occidentales qui fournissent, dont les dirigeants fournissent des armes et du soutien financier et toute la logistique qui va avec à l'Ukraine, qui permettent à l'Ukraine finalement de poursuivre cette guerre et de tenir dans la durée, puisqu'elle avait tenu toute seule au début, mais aujourd'hui elle a vraiment besoin du soutien occidental. Et donc le but de cette propagande-là est de prévenir, ou en tout cas de montrer aux Occidentaux que non, ils ne sont pas tranquilles dans leur capitale, dans leur ville. Ils peuvent être touchés demain si les Russes, peut-être sans ordre même du Kremlin directement, décident d'appliquer ces recommandations-là. Mariana, on est dans une sorte de course à l'échalote permanente. C'est-à-dire que c'est la surenchère chaque jour. Oui, ça s'inscrit dans une séquence. Il y a quelques jours, l'autre propagandiste russe, Skabieva, elle a fait une tirade assez similaire, sauf que elle avait proposé de bombarder le Tower Bridge à cause de la frappe ukrainienne sur le pont de Kerch. Mais ce qui est très très intéressant, en fait, c'est de revenir vers là où nous avons commencé, parallèlement à cette hystérie des propagandistes télévisuels russes, vous avez également la propagande de l'État qui, en gros, dit que rien ne se passe. Il n'y a pas eu d'offensive ukrainienne, soit il y a eu, mais elle a échoué, et qu'en gros, rien ne se passe. Leurs armes ne leur aident pas. Finalement, les armes occidentaux, ça n'aide pas les Ukrainiens. Nous avons réussi à les détruire toutes les armes. Donc, en fait, vous voyez, c'est une sorte de dissonance cognitive qui continue, parce que d'un côté, nous avons les autorités russes et le président en personne qui veut se montrer extrêmement rassurant,
rassurant, détendu même. L'offensive a échoué, les armes occidentales ne font rien. De l'autre côté, on a les propagandistes qui veulent absolument qu'on tue les Européens par milliers, par centaines de milliers et qu'on détruise les villes européennes. Oui, rapidement, reflet de ce flottement que Mariana évoque à l'instant, dans les matinales des télévisions russes aujourd'hui, il y a eu un traitement assez généreux des frappes de drones, même prétendument interceptées, sur Moscou. Et tout d'un coup, à la mi-journée, disparition absolue de toute référence à ces frappes de drones ukrainiens. Et à l'évidence, dont on voit les images, il y avait des instructions explicites de la part du pouvoir pour, en quelque sorte, prendre la maîtrise de la ligne éditoriale de ces chaînes d'information. Donc ça prouve que même s'il y a des tentatives de moderniser un peu, de désoviétiser en quelque sorte la politique d'information, bon, il y a encore du chemin à faire. Général Trinquant. Alors, écoutez, très honnêtement, moi j'ai pas tellement envie de commenter ces hystériques sur les télévisions russes qui ne représentent qu'eux-mêmes. Effectivement, le but... Alors, il ne présente que même, mais Soloviev est très proche du Kremlin, on le sait, il a pris les armes. Non, mais on arrête. Et la ligne éditoriale est une ligne éditoriale dont on sait qu'elle arrive en droite ligne. Pour faire peur aux téléspectateurs occidentaux qui ne regardent pas la télévision russe, mais qu'on leur montre. Voilà, c'est pour ça que je dis, moi, je ne me donne pas envie de les commenter, les hystériques. Mais qui écoutent votre décryptage et qui, du coup, ne s'inquiètent pas. Donc, c'est bon aussi de voir ce qui se passe de l'autre côté, Gary Poncet. Peut-être sur le plan technologique, pour prendre un peu de recul sur cette guerre à distance, on peut juste rappeler en quelques mots que l'évolution technologique aujourd'hui, c'est la masse des drones, et que finalement, les essaims de drones dont on parle aujourd'hui, qui font quelques drones, une poignée ou peut-être une douzaine, finalement, aujourd'hui, les Chinois travaillent sur des intelligences artificielles qui arrivent à coordonner l'action de milliers de drones. Et donc la guerre de demain, elle va évoluer dans ce sens-là. Elle va forcément impliquer des milliers de drones qui travaillent ensemble, dans un système dans lequel l'humain aura à trouver sa place. Mais finalement, à partir du moment où l'ennemi travaille sur ces intelligences artificielles, nous, on n'a plus le luxe de ne pas travailler dessus aussi. On le fait, évidemment. Alors, les Russes aussi, ils travaillent sur des essaims de drones avec de l'intelligence artificielle, pas des milliers peut-être, mais en tout cas des petites... je ne sais pas comment les nommer, escouades de quelques dizaines de drones. On voit que ça pose de plus en plus de problèmes. D'ailleurs, un essaim de drones est beaucoup plus compliqué à arrêter, sauf quand il y a du brouillage électromagnétique. Là, je me tourne vers chacun d'entre vous. Gérald Trinquant, peut-être. Le premier exemple de ce type d'action en masse, c'est l'Azerbaïdjan. C'est le combat entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, où en fait l'armée arménienne s'est fait volatiliser par l'utilisation d'essaims de drones envoyés par l'Azerbaïdjan. Il faut le rappeler qu'ils venaient de Turquie. Bon. Aujourd'hui, les drones turcs sont plutôt du côté ukrainien, mais pas utilisés encore en essaim comme ça. Mais c'est vrai, vous avez parfaitement raison, c'est une révolution sur laquelle tout le monde travaille aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, quand on parle de l'avion futur franco-germanique, en fait, c'est pas l'avion est important, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui est important. Système. Et actuellement, l'armée de l'air française, par exemple, demande à pouvoir larguer des drones à partir d'avions de transport. Donc, plus seulement des chasseurs, mais de pouvoir piloter tout ça dans les airs, effectivement, parce qu'il s'agit de saturer les systèmes de défense et puis d'obtenir une cohérence entre tous ces systèmes, entre ceux qui regardent, ceux qui écoutent et ceux qui frappent. Et la vitesse d'évolution est exponentielle. Bien sûr. On se retrouve finalement avec des systèmes où il est très facile de saturer les défenses ennemies. C'est-à-dire que c'est comme dans le cyberespace, finalement, où l'attaquant, il gagne toujours. Il suffit d'avoir du temps pour essayer. Et comment on se prémunit de ça, Mariana et Vincent? Alors, pour revenir, en effet, tout le monde travaille sur cette technologie-là, y compris les fabricants ukrainiens, parce que l'Ukraine, même avant la deuxième invasion, elle est parvenue à devenir l'un des leaders mondiaux en fait de fabrication des drones. Elle a beaucoup d'entreprises qui en fabriquent de différents types. Mais en attendant, il y a aussi ce qui se passe actuellement, et c'est déjà suffisamment incroyable. Par exemple, en Ukraine, il y a un programme qui est né des associations finalement de bénévoles
bénévoles, tout à fait, des citoyens comme les autres, pour former les pilotes des drones. Le programme qui par la suite a été financé et soutenu par l'État. Et suite à ce programme, l'Ukraine a déjà formé plusieurs dizaines de milliers d'opérateurs des drones. Mais les Russes font la même chose. Ils vont obliger certains écoliers, ou tous les écoliers, je crois, à avoir des cours de drones. C'est-à-dire dès l'école. Après, je ne sais pas comment on peut utiliser les écoliers sur le champ de bataille, mais après, si on a des opérateurs... Pour le futur. Voilà. Et donc, quand on imagine, si on a plusieurs centaines, voire quelques milliers de drones, et on a quelques milliers d'opérateurs, déjà, rien que cela, ça peut être assez impressionnant. Et même, ce qui est là sur un autre ton, parce que c'est assez remarquable pour être souligné, l'usage des drones lors de cette guerre est devenu tellement extensif, et les deux côtés en ont tellement maintenant, qu'est-ce qu'on a vu apparaître une sorte de bataille nouvelle, les batailles des drones filmées par d'autres drones dans le ciel. Alors qu'est-ce qui se passe? Normalement, il y a des drones, un peu comme des batailles de bombardiers, il me semble, et laisser tout simplement de se percuter pour voir lequel survivra à cette C'est le phénomène marquant dans les airs. On va revenir au ras du terrain, où là il y a des hommes qui meurent, mais c'est le phénomène marquant. La foire du drone est ouverte, et pour un certain temps. Plus sérieusement, je vais partir d'une anecdote très récente. L'armée russe, vrai ou faux, affirme avoir neutralisé 17 drones ukrainiens sur la Crimée, ceux dont on parlait tout à l'heure. Bon. Sur les 17, si l'on en croit Moscou encore une fois, 14 ont été neutralisés par brouillage électronique et 3 seulement interceptés, abattus par des défenses antiaériennes. Et je pense que le ratio, encore une fois, qu'il soit factuellement exact ou pas, est extrêmement intéressant. Parce qu'on ne pourra jamais mettre en place un dôme de fer, qui est un peu un fantasme militaire, qui, en fait, empêcherait ces essaims de drones d'atteindre au moins une partie de leur cible. En revanche, la prise de contrôle à distance, pour le coup, des systèmes de guidage des drones, et donc la capacité de les détruire en vol ou de les détourner de leur objectif, c'est sans doute là, et c'est là-dessus que d'ailleurs tout le monde travaille, et travaille intensément aujourd'hui. Est-ce que les Chinois sont susceptibles d'aider les Russes? C'est une vraie question qu'on se pose ces derniers jours. Les Chinois ont toujours prétendu qu'ils ne donnaient pas de matériel militaire, même s'il y a quelques doutes qui se posent. On voit qu'ils ont beaucoup d'avance sur cette technologie. Est-ce qu'ils peuvent les aider? Ce qui changerait la donne, sans doute. Sur les drones et sur l'IA en général, la Chine a énormément d'avance. Les centres de recherche sont évidemment très discrets en Chine, encore plus qu'ailleurs. Mais les éléments qui ressortent des études et des articles scientifiques qui sont publiés par les chercheurs chinois montrent qu'ils exploitent au maximum les capacités des supercalculateurs qui sont les premiers du monde aujourd'hui, et qu'ils arrivent à créer des algorithmes et à créer une intelligence artificielle qui permet non seulement de gérer les seins de drones et d'éviter que les drones se rentrent dedans, etc., de répartir les missions, mais aussi de réagir en temps réel à l'évolution de la mission ou à la perte d'une partie des drones pour réattribuer les missions à d'autres, etc. Donc vraiment une intelligence absolue. Mais là, il y a une guerre qui se fait dans les laboratoires. En quelque sorte, qui est fondamentale. Que tout à l'heure, je faisais la différence entre les missiles et les drones. Il faut faire la différence entre les drones longue portée, comme le Reaper qu'on a vu tout à l'heure, sol, comme vous le disiez, les drones tactiques. Parce que dans les drones tactiques, je vous donne un chiffre. L'armée française pense qu'un drone ne survit pas à 4 sorties. C'est-à-dire qu'il va être utilisé 4 fois. Puis au bout de 4 fois, il sera détruit. Voilà, c'est comme ça, on le pense. Et donc, dans ces drones tactiques, c'est là où on parle beaucoup d'essaims, de capacité. Vous avez raison, les Russes ont aussi beaucoup progressé. Et aujourd'hui, les soldats ukrainiens disent qu'ils sont surveillés par des drones en permanence et qu'il y a des drones en permanence. Donc, les deux armées ont progressé. Et comme souvent, malheureusement, c'est le cas, c'est à la guerre qu'on progresse, parce qu'on apprend énormément. Et donc, les fabriques de drones, pour revenir aux drones chinois, il y a probablement... D'ailleurs, c'est un ministre français qui en a parlé. Il y a probablement des drones chinois qui sont fournis à l'Ukraine, mais des drones commerciaux. Parce que les premiers drones qui ont été... À la Russie, vous voulez dire? Oui, drones chinois à la Russie. Pardon. Ouais. Les premiers drones de type commerciaux utilisés comme ça qu'a vu l'armée française, c'est en Syrie. Tout simplement des drones commerciaux qui ont été trafiqués, dans lequel on mettait une pince avec une grenade et qui lâchait une grenade au-dessus d'un véhicule. Et bien là, il est probable qu'il y a des sociétés commerciales chinoises qui vendent à la Russie des drones que vous pourriez acheter dans un supermarché et qui est ensuite
transformé pour devenir un drone militaire. D'où sans doute la mise en garde récente d'Emmanuel Beaune, conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron, lors du Forum pour la sécurité de Aspen, au Colorado, qui est quelqu'un d'ordinaire assez peu disert, mais qui là a mis en cause la possibilité de livraison de matériel sensible. Il n'a pas accusé du tout de livraison massive de Pékin d'armement. Mais vous savez, c'est ce qu'on appelle l'usage dual, c'est-à-dire la possibilité, par exemple, pour un élément de technologie, d'être en quelque sorte détourné au profit d'une innovation militaire.